Bonjour Frédéric Bonjour. Saucher et merci de nous accueillir. Alors, au vu de votre carrière qui est très importante, avant de commencer à vous poser des questions, par quoi aimeriez-vous qu'on commence cet entretien? Je pense que le plus important, c'est de dire que le cinéma est toujours bien vivant et qu'il faut toujours être curieux. J'ai eu la chance de travailler avec une grande actrice du cinéma français, Micheline Prel, qui nous a quittés il y a peu. Elle disait toujours, c'était une de ses phrases fétiches, « Restons curieux ». Curieux de la vie, bien sûr, mais curieux du cinéma, donc pour découvrir des nouveaux films, des nouveaux cinéastes. Et donc, ne pas être uniquement dans le mainstream des films qui sortent partout, en même temps, mais aussi parfois des démarches plus singulières, des chemins de traverse. Et donc, si on reste curieux, eh bien, on reste vivant. Et ces chemins de traverse, ils nous amèneraient vers quel genre de cinéma, par exemple? Mais ce que je pense qu'une grande richesse du cinéma français, mais il faut se battre pour que cette richesse perdure, c'est la diversité. Je pense que, en tout cas, en tant que spectateur, j'ai envie de pouvoir voir aussi bien des productions importantes en termes de budget que des petits films en termes de production, avec des démarches aussi bien de cinéastes âgés, parce que je trouve qu'il ne faut pas tomber dans un jeunisme et mettre de côté tout ce qui appartient au monde des cinéastes qui ont un certain âge, et en même temps rester ouvert à la jeunesse. Et donc, s'il peut y avoir plein d'approches différentes, plein de films différents, eh bien, c'est ça la force d'une cinématographie. Et le cinéma américain, par exemple, je pense, a été, et on espère qu'il va rester très riche, lui aussi, parce qu'il y a à la fois d'un côté les films hollywoodiens, et de l'autre côté les films indépendants, et que je pense que c'est les deux ensemble qui font la richesse de cette cinématographie. Et donc, avec en France, pareil. Une porosité aussi, parce que certains films indépendants après passent dans le côté hollywoodien mainstream, si on peut dire. Voilà. Enfin, le contraire est moins vrai d'ailleurs. Mais bon, oui, il y a une porosité, mais j'ai pas l'impression qu'elle soit aussi évidente en France, non? Alors, moi, j'ai un statut un peu particulier par rapport au cinéma français parce que je ne suis pas français. Je suis belge et je me sens belge. Donc, je vis en France, je travaille en France, à la Sorbonne, où j'enseigne le cinéma. Le dernier film que j'ai réalisé, Le cours de la vie, est un film 100% français qui donc a eu des financements uniquement du côté français. Et donc, de mon point de vue de belge, immigré en France, ça fait un peu ridicule de dire ça parce que la Belgique, c'est quand même très proche de la France et par la langue et géographiquement, mais je pense quand même qu'il y a des différences entre la culture française et la culture belge. En Belgique, il y a un côté un peu parfois plus décalé. Il y a une grande histoire, par exemple, des surréalistes belges. Il y a des acteurs un peu fous comme Benoît Poelvoorde. Et donc, de mon point de vue de belge, je me rends compte à quel point les Français ont de la chance avec leur cinéma, que même dans des grands pays de cinéma comme les États-Unis, il n'y a pas la même offre en termes de diversité de films dans les salles, et qu'on ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a quand on est spectateur de pouvoir avoir cette multiplicité, cette diversité qui est donnée à voir en salle de cinéma grâce aux exploitants, notamment des salles d'arrêt-essai, grâce aux distributeurs, grâce à ceux qui font les films, producteurs, réalisateurs, mais aussi grâce à un soutien public, parce que s'il n'y avait pas une politique culturelle pour défendre le cinéma français, mais aussi la diversité des cinémas, parce que par exemple, il y a beaucoup de coproductions qui sont faites en France aussi avec des pays étrangers, des cinéastes étrangers qui font leurs films grâce à des coproductions avec la France. Et je pense que c'est une grande richesse du cinéma français d'avoir cette ouverture. Eh bien, si cette politique n'est pas poursuivie, eh bien, je pense que on se rendrait compte à défaut de toute la richesse qui existe encore aujourd'hui. Mais rien n'est acquis et il faut continuer à se battre pour pouvoir avoir toujours des nouveaux cinémas, des nouveaux cinéastes et aussi le patrimoine cinématographique qui soit préservé. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'exception culturelle française, protéger la culture, qu'elle soit cinématographique et autre d'ailleurs, littéraire, c'est-à-dire c'est pas favoriser l'émergence du cinéma purement français, mais c'est de pouvoir en fait donner le droit de s'exprimer à tout le monde. Et vous, en tant qu'enseignant de cinéma, professeur, quelle est votre place, vous? Parce que vous avez une place énorme, du coup, puisque vous formez les futurs réalisateurs, quoi, on va dire rapidement, réalisateurs ou autres métiers du cinéma. Alors, comme je le disais,
avec ma double casquette de Belge qui vit en France, et donc je vis quand même en France depuis que j'ai l'âge de 18 ans, donc ça fait un certain temps, eh bien, c'est un peu la même chose par rapport à mon métier d'enseignant, puisque j'ai commencé à réaliser des films avant de devenir enseignant, et j'ai eu la chance d'être recruté pour suivre des ateliers de réalisation, de scénario, et donc accompagner les films des étudiants. Donc plus qu'enseignant, je me considère comme un cinéaste qui essaye de transmettre et d'accompagner les nouvelles générations. Et donc c'est formidable quand il y a des jeunes cinéastes qui arrivent qui sont étudiants, qui arrivent avec des projets de films, et qui, par exemple, après être passé par le master que je coordonne à la Sorbonne, continuent à faire des films. Et là, récemment, par exemple, plusieurs d'entre eux ont fait leur premier long métrage, et certains de ces films ont été retenus dans des grands festivals, y compris des sections parallèles comme la Semaine de la Critique ou l'Acide à Cannes. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est que quand ils peuvent, eh bien, eux aussi s'exprimer à travers le cinéma. Et donc, mon rôle par rapport à eux, c'est de respecter leur univers, leur singularité, et d'essayer de, comme un éditeur, je pense qu'un bon éditeur, tous les éditeurs ne sont pas bons, mais un bon éditeur, il va essayer aussi de faire que le livre qu'il édite soit le meilleur possible, donc même de faire retravailler le manuscrit de l'écrivain avec qui il travaille. Pareil pour le producteur, je pense qu'un bon producteur, il doit à la fois respecter, ce qui n'est pas facile, le cinéaste avec qui il travaille, et en même temps le pousser dans ses retranchements. Ce qui n'est pas facile, c'est l'équilibre à trouver entre les deux, parce qu'il ne faut pas qu'il veuille non plus imposer sa voix au réalisateur ou à la réalisatrice avec qui il travaille. Et ben, à mon petit niveau d'enseignant, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est-à-dire de respecter l'univers de chaque étudiant et espérer que chacun ait son propre univers, sa propre singularité, et en même temps de le pousser dans ses retranchements, puisque ils n'ont pas l'habitude de faire des films, donc comment est-ce qu'on écrit un scénario, comment est-ce qu'on fait des choix de mise en scène, donc c'est pas comme ça une illumination qui tombe du ciel, donc forcément il faut qu'on puisse en parler ensemble, il faut qu'ils puissent expliquer pourquoi ils font tel ou tel choix, que je puisse éventuellement leur faire des suggestions, qu'ils sont libres ou pas d'accepter, quand il y a cet échange respectueux entre l'enseignant et l'étudiant, pour qu'il puisse créer et faire son propre film. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire ici à la Sorbonne, et on peut le faire, non pas grâce au budget alloué par l'université, parce qu'on peut peut-être dire au passage que la politique universitaire en France, en termes de budget, est un peu catastrophique, puisqu'il n'y a pas du tout de budget alloué, par exemple, dans les enseignements de cinéma à l'université publique pour les étudiants, pour qu'ils puissent faire des films, ou si les budgets sont alloués, c'est vraiment très 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 peu de financement. Mais par contre, nous, ce qu'on essaye de faire ici à Paris 1, c'est de trouver des partenariats. Et donc là, actuellement, on a un partenariat avec TV5 Monde, donc qui a permis de financer et de diffuser les films de nos étudiants. Je viens d'apprendre que Christophe Taudière de France 2 acceptait de faire un partenariat avec nous cette année, donc pour un court-métrage ou des courts-métrages qui seront financés et diffusés sur France 2. Et donc ça, c'est très important que les films qu'on fait avec nos étudiants, eh bien, ils ne soient pas uniquement diffusés en interne à l'université, mais qu'ils puissent aussi être diffusés, donc là avec TV5, avec France 2, et donc pour moi, un film, c'est aussi ça, c'est-à-dire que chaque film doit trouver son public, et je pense qu'aucun cinéaste au monde n'a envie que le film ne soit uniquement destiné à être vu par l'équipe qui a fait le film. Et donc, il faut qu'à un moment, il y ait cette diffusion, et donc grâce à ces partenariats, on peut le faire. Concrètement, alors, parce que l'enseignement du cinéma, c'est un peu opaque pour quelqu'un qui ne fait pas partie de la grande maison ou qui n'a pas de parcours universitaire. C'est combien d'années d'études, et quand on a fini, qu'est-ce qu'on peut espérer, quoi? On va parler de choses concrètes, voilà. Parce que maintenant, à la condition évidemment qu'on soit pris à l'université, voilà, j'arrive ici, j'ai pas 18 ans, 19 ans, je vais faire des études de cinéma, qu'est-ce qu'on va me faire faire et qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais je peux pas répondre de manière générale pour ce qui se fait partout. Non, moi je parle d'ici. Parce qu'il y a beaucoup d'approches différentes dans l'enseignement du cinéma. Il y a des écoles privées. Oui, des écoles privées. Moi je parle par rapport... Non, mais c'est important de le savoir parce qu'elles existent. Parce que ces écoles privées sont parfois de très bonne qualité. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est parce que c'est privé, c'est pas bon. Mais pour moi, ça pose une vraie question politique. C'est l'accès démocratique aux études. Parce que quel est l'objectif d'une école privée? C'est
d'être rentable. Et donc, il y a des droits d'inscription pour chaque étudiant qui sont en moyenne de 10 000 euros par an dans la plupart des écoles privées qui enseignent le cinéma. Alors que quand on est dans une université publique, eh bien, les droits d'inscription sont de quelques centaines d'euros. Donc, on n'est pas du tout dans le même degré d'investissement. Et donc, moi, je pense qu'il est très important que chacun puisse avoir accès à un enseignement et que ce ne soit pas réservé uniquement aux personnes qui ont les moyens d'avoir accès à un enseignement. Et donc là, précisément sur le cinéma, puisque faire des films coûte de l'argent, si on est dans l'enseignement de la pratique du cinéma, eh bien, je pense qu'il y a une question de que font les pouvoirs publics pour cet enseignement. Alors, il y a des grandes écoles publiques aussi, très connues, que sont la FEMIS et l'ULumière, mais qui sont réservées, en termes d'effectifs, à un nombre très restreint d'étudiants. Donc, c'est très élitiste, avec un concours d'entrée très sévère. Et je trouve que c'est donc l'équivalent d'une grande école, mais pour le cinéma. Et puis, à côté, il y a plein d'universités, dont ici, Paris 1, Sorbonne, où on enseigne le cinéma. Et donc, sans beaucoup de moyens financiers, avec beaucoup moins de moyens financiers, paradoxalement, que les écoles privées, puisque elles ont comme source de revenus, eh bien, les droits d'inscription de leurs étudiants. Alors, précisément à Paris 1, il y a l'enseignement du cinéma à la fois théorique et pratique. Et donc, évidemment, je vais prêcher pour ma chapelle, ça n'étonnera personne, mais je pense sincèrement qu'au-delà de Paris 1, et il y a d'autres universités qui ont la même démarche d'ailleurs, c'est important de pouvoir avoir les deux, la théorie et la pratique. Pourquoi ? Parce que penser le cinéma, analyser les films, avoir des connaissances en histoire du cinéma. Alors, l'histoire du cinéma, c'est pas la théorie du cinéma, c'est deux choses différentes. Mais je pense que c'est aussi important, bien sûr, d'avoir un minimum de références par rapport au passé, au classique, parce qu'on ne part jamais de nulle part. Et même quand on veut faire du cinéma aujourd'hui, pourquoi ne pas savoir ce qui s'est passé avant, soit pour s'en inspirer, soit au contraire pour dire c'est pas du tout ça que je veux faire, parce que parfois on peut s'inspirer aussi contre quelque chose pour faire avoir une autre démarche. Et donc ça passe par des cours d'histoire, d'analyse filmique, de théorie du cinéma, d'esthétique du cinéma, et c'est ce qui se passe en général à l'université. Par contre, dans certaines universités, pas dans toutes, mais c'est le cas pour Paris 1, il y a aussi des cours de pratique, et en particulier dans la faculté où je suis, qui s'appelle, c'est un titre un peu pompeux, l'École des Arts de la Sorbonne, c'est pas moi qui ai choisi ce titre, c'est l'ancienne faculté d'arts plastiques, et donc là, il y a depuis toujours cette ligne éditoriale qui consiste à la fois enseigner la pratique et la théorie, environ avec un nombre équivalent de cours théoriques et pratiques. Et donc, dès la première année de licence, il y a des ateliers de scénario, de réalisation, et ça va crescendo quand on avance au fur et à mesure des années. Après, le master que je coordonne, c'est une sorte de... Il faut candidater. Ça, on est dépendant de comment fonctionne l'enseignement supérieur en France, puisqu'on est une université publique, et actuellement, les étudiants pour arriver au master doivent avoir une licence, ce qui est logique, donc c'est la 4e année d'études, et il y a donc une plateforme qui s'appelle Mon Master, c'est nouveau, ça existe depuis 1 an, où les candidats qui veulent postuler à un master de cinéma, eh bien, doivent indiquer leurs préférences, et par exemple, cette année, concrètement, on a eu 1300 candidats, et on avait des places pour 20 personnes. Oui. Et donc, ça aussi, ça pose la question, enfin, ça pose plein de questions, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de personnes qui veulent faire du cinéma ? Donc ça, c'est plutôt rassurant, de mon point de vue, qui est celui d'un cinéaste qui est heureux qu'il puisse y avoir des passages de flambeau et qu'il y ait une nouvelle génération qui a envie de faire des films. Mais aussi, ça pose la question très cruelle de qui peut faire du cinéma, comment on fait du cinéma, et de cette sélection, même si c'est un terme tabou qui existe, et qui n'existe pas qu'à l'université ou dans les écoles prestigieuses comme la FEMIS, qui est un peu, je dirais, ontologique à ce qu'est le cinéma. En tant que cinéaste, eh bien, je suis condamné, si je veux continuer à faire des films, et donc je choisis d'être condamné, à, en permanence, être comme un étudiant qui passe des examens. Je parle pour moi, mais je parle pour tous les cinéastes, sans différence, qu'ils soient connus, moins connus, qu'ils aient eu du succès, qu'ils en aient eu moins. On passe toujours des examens.
Et je ne connais aucun cinéaste, y compris parmi les plus prestigieux, qui automatiquement ait une réponse positive pour tous ces projets. Donc on est en permanence confronté à la question de pouvoir avoir un projet refusé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'abandonne? Est-ce qu'on essaye de faire le film quand même? Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la compétition qui existe en permanence dans le domaine du cinéma. Là, j'ai parlé pour le financement, mais on peut dire exactement la même chose, par exemple, pour les festivals, pareil. Et au plus un festival a une certaine notoriété, le plus connu évidemment c'est Cannes, plus il va y avoir de films qui vont y être présentés dans l'espoir d'y être sélectionnés. Évidemment, il y a beaucoup plus de films qui sont refusés que sélectionnés. Et donc, il y a aussi une sélection qui existe au niveau des festivals. Et le problème, est-ce que c'est un problème ou pas d'ailleurs, c'est encore une question, c'est que je suis convaincu que le cinéma n'est pas une science exacte, c'est-à-dire que ce n'est pas comme une formule arithmétique où on fait une addition, on sait quelle est la réponse. Il peut y avoir, et on peut le constater, des grands films, enfin en tout cas des films considérés aujourd'hui avec le recul des années comme étant des grands films, des classiques, qui, au moment où ils sont sortis, n'ont pas été sélectionnés dans les grands festivals, tout comme il peut y avoir des films qui ont été sélectionnés, qui aujourd'hui paraissent beaucoup moins intéressants qu'au moment de leur sortie. Alors, c'est pas toujours comme ça, fort heureusement. Et il y a quand même, dans les grands festivals comme Cannes, souvent, bien des choix qui avec le recul des années, apparaissent tout à fait justifiés. Mais ce n'est pas automatique, ce n'est pas pour toujours le cas. Et donc, il peut y avoir, que ce soit en termes de sélection, en termes de financement, ou en sélection, une fois que le film est réalisé pour qu'il puisse être retenu à un festival, par exemple, des injustices qui existent, ou en tout cas, avec le recul, on peut changer de perception et se rendre compte que, dans un sens ou dans un autre, eh bien, la perception de l'époque n'était pas forcément la perception juste. Parce qu'il y a un groupe de 20 étudiants, mais on n'a pas un budget pour faire 20 films. Et donc, on en fait 6 ou 8. Ils le font en équipe, quoi. Ils le font en équipe, bien sûr. Et donc, il y a des petits budgets pour chacun des films, mais on ne sait pas, quand commence l'année, qui les fera, puisque chacun doit individuellement écrire un projet, et puis on sélectionne un certain nombre de projets qui seront réalisés. Et une année, donc je travaillais à l'époque avec quelqu'un qui s'appelle N.T. Bing, qui est aussi critique de cinéma et qui était enseignant dans le master, et on avait refusé un projet qui ne nous paraissait pas intéressant. L'étudiant, et il a eu bien raison, s'est dit « Vous me refusez mon projet, c'est pas grave, je vais le faire quand même. » Évidemment, personne n'est là pour interdire qui que ce soit de faire un film s'il veut le faire coûte que coûte. Mais il a fait avec quel moyen? Tout seul, en autoproduction, avec quand même le matériel de l'université, parce qu'on peut quand même avoir accès à une caméra, à du matériel de prise de son, à du matériel de montage, ça il y avait accès, mais il l'a fait sans accompagnement. Et il est venu nous montrer son film à la fin de l'année. Et quelle n'a pas été notre surprise, Abin et moi, tous les deux, on avait l'impression que c'était le meilleur film de la promotion. Alors que c'était un film qu'on avait refusé sur dossier. Le problème, c'est qu'on a le droit à l'erreur, mais qu'après, ça a des conséquences sur des carrières, sur des filmographies. Oui, sur l'histoire du cinéma aussi. Voilà. Mais en ce qui concerne cet étudiant, je crois par exemple que si on s'était trompé, il y avait une raison. Cette raison, donc je dis pas ça comme circonstance atténuante, mais juste pour dire à quel point eh bien, la pédagogie est importante aussi sur cet autre aspect sur lequel je vais venir, c'est-à-dire que je pense qu'il y a certains cinéastes qui sont meilleurs pour constituer des dossiers écrits que d'autres, et que c'est pas forcément le dossier écrit qui fera le meilleur scénario qui semble le moins prometteur. On peut parfois avoir des très bons scénarios réalisés pourront être beaucoup plus réalisés. Il y en a c'est déceptif. Si on parle de cinéma, c'est pas le scénario. Le scénario est très important. C'est la base de tout. Mais ce qui compte, c'est pas le scénario, c'est le film. Parce que c'est comment on passe du scénario au film qui fera que le film aura plus ou moins d'intérêt à la fin. Et c'est ça qui compte, évidemment. Et dans ce cas-là, le film nous a semblé vraiment très réussi pour cet étudiant, alors que son dossier ne nous avait pas du tout convaincus. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a aussi un aspect pédagogique, d'où l'intérêt de l'enseignement du cinéma, c'est comment aider les étudiants à faire des dossiers qui soient plus convaincants. Par exemple, comment écrire une note d'intention pour dire quel film on veut faire. Et donc, c'est pas évident d'écrire sur son propre projet pour essayer de convaincre.
Et pourtant, si on veut faire des films comme cinéaste, je parle au-delà du master, c'est un exercice auquel on sera en permanence confronté. Et donc, je ne dis pas qu'on peut forcément écrire précisément comment rédiger une note d'intention, mais on peut quand même y réfléchir ensemble, voir comment, sur un projet particulier en tout cas, qu'est-ce qui doit apparaître pour essayer de donner le maximum de chances au projet de se faire, et donc à la lecture d'être convaincant. On a la chance d'avoir un partenariat depuis quelques années, c'est un partenariat qu'on adore, que je suis avec une autre enseignante du master qui s'appelle Gaëlle Bessière, et qui est un partenariat qu'on fait avec Géraldine Gomez du Centre Pompidou. Et là, ce partenariat avec le Centre Pompidou permet de faire des films où, volontairement, on ne veut pas écrire de scénario, et on demande aux étudiants de construire leurs films au fur et à mesure du tournage et au fur et à mesure du montage. Et donc, les cours pour l'accompagnement de ces films consistent à voir, semaine après semaine, comment les tournages et les montages évoluent. Donc, c'est tourné-monté, de manière empirique, en permanence. Et ça permet de faire des choses aux étudiants très étonnantes, qui, à mon avis, ne seraient pas du tout les mêmes s'ils avaient dû d'abord écrire le film totalement par écrit, sous forme de scénario, sous forme de dossier, au sens classique du terme. Et c'est permis grâce au Centre Pompidou, qui a cette ouverture d'esprit, et grâce au fait que ce sont des films qui se font pratiquement sans moyens financiers. Donc comme souvent ce sont donc des documentaires ou des films essais, à la manière de, par exemple, un cinéaste que j'apprécie beaucoup, qui est Chris Marker, qui faisait souvent des essais cinématographiques. Et donc, c'est un registre particulier. C'est évidemment pas des films de fiction avec 50 acteurs et avec des cascades et avec 2000 figurants. C'est pas les 10 commandements. Voilà. Donc, c'est des films modestes, voire très modestes en termes de production. Mais je pense qu'il y a quand même une question sur laquelle on réfléchit très peu, qui est la manière dont fonctionnent la plupart des guichets qui permettent au film de se faire, que ce soit en région, que ce soit au CNC, donc du côté des aides publiques, que ce soit du côté des chaînes de télévision. Donc partout, on demande des dossiers sous forme de scénario, et peut-être que ça induit un certain type de cinéma, parce que ce que font les étudiants, en tout cas, au petit niveau qu'on a ici au sein du master, grâce au Centre Pompidou, on ne passe pas par l'étape scénario, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une écriture. Il y a quand même des dossiers écrits où ils expriment justement ce qu'ils veulent faire, leurs intentions, quel est le récit qu'ils veulent porter, mais en même temps, tout de suite, ils commencent à faire des repérages, à tourner, à monter, et ça crée un autre type de film. Et donc, est-ce qu'on n'est pas volontairement circonscrit pour des raisons de type industriel, en fait, de loi commerciale du cinéma, est-ce qu'on n'est pas circonscrit dans une sorte de canevas qui est donc le scénario primerait sur le reste, alors que parfois, sans renier du tout l'importance du scénario, eh ben, il peut y avoir des vrais essais filmiques qui soient créés autrement. Alors, est-ce que c'est le cas? Ben, oui, bien sûr, mais c'est-à-dire que Alexandre Astruc, très tôt, donc qui a inspiré la Nouvelle Vague, dès 1948, je pense, en tout cas aux alentours de 48, donc disait le terme de caméra stylo. Et donc l'idée il a écrit un texte, un article à ce sujet où il disait dans l'avenir, le cinéaste sera comme l'écrivain avec son stylo. Alors en 48, il n'y avait pas encore d'ordinateur, et donc on écrivait encore à la plume quand on était écrivain. Maintenant peut-être il dirait autre chose que stylo, mais c'était l'idée que la légèreté technique qui allait advenir un jour, disait-il en 1948, permettrait d'avoir cette indépendance comme l'écrivain écrit seul, que ce soit devant un ordinateur ou avec un stylo, c'est pareil, il est seul face à un écran d'ordinateur ou face à sa page blanche pour écrire son roman ou son texte. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, Alain Cavalier, qui est toujours vivant et qui a encore un projet de film, Agnès Varda, qui est morte il n'y a pas si longtemps, ont tous les deux, c'est deux exemples de cinéastes qui ont fait des films de fiction et qui à un moment ont eu envie de faire des films où ils étaient seuls derrière la caméra. Et donc caméra stylo, quoi. La caméra stylo peut se faire aujourd'hui. Mmh. Et donc là, du coup, on peut avoir d'autres formes de processus d'écriture filmique, mais c'est pas valable pour tous les films.
Et encore, on revient à la notion de diversité. Moi, je trouve ça formidable. Et j'adore souvent les films qui ont cette démarche-là. Mais je serais le premier peiné en tant que spectateur s'il n'y avait plus que des films qui se feraient comme ça. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait aussi, bien sûr, à côté des films qui nécessitent plus de moyens. Cristo, Mais j'aimerais vous faire venir sur vos films. Moi, j'ai lu quelque part que vous aviez commencé à faire des films à 15 ans. Donc, ce film-là, si vous vous en souvenez, vous avez quand même pas fait une note d'intention. Comment ça se passe? Alors, parce que je veux pas, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que les écoles de cinéma, les universités, ça formate un petit peu. Rien à voir avec comment vous avez commencé, vous? Voilà. C'est une question qui amène de l'émotion chez moi aujourd'hui parce que j'ai commencé à faire mon premier court-métrage en Super 8, donc c'était un format amateur, avec quelqu'un que j'ai rencontré qui était passionné de cinéma comme moi. Je peux lui rendre hommage, il s'appelait Olivier Henbert. Pourquoi ça me touche? Parce qu'il vient de mourir d'une crise cardiaque il y a une semaine. Ah. Et donc, évidemment, cette question ne me laisse pas sans émotion. Non, mais au contraire, ça me permet de dire son nom et de dire à quel point c'est important les rencontres qu'on fait aussi pour faire les films ensemble. Donc, sans lui, peut-être, je ne serais jamais devenu cinéaste. Et on a fait ce premier film au titre prédestiné, peut-être, je vous laisse juge. C'était un film en Super 8 qui s'appelait Ciné-Suicide. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en interpréter d'un point de vue psychanalytique, mais en tout cas, c'est bien le titre de mon premier film. Évidemment, il n'y avait pas de scénario, et on a fait le film de manière empirique, mais c'était amateur. Donc tout comme aujourd'hui, on peut sans production, sans financement, alors ce sera plus sans doute en Super 8, mais on peut faire des films de manière empirique. Personne ne vous empêchera de le faire, mais ce sera en dehors du système financier du cinéma, sans diffuseur, et donc c'est à la marge en termes d'écosystème. De côté, nous, ce qu'on essaye ici, je suis pas seul, il y a une équipe pédagogique autour de moi, on a tous le souhait de défendre des projets de films qui ne soient pas formatés, que chaque projet soit unique, que chaque projet porté donc par un étudiant soit un pari. Et les paris, évidemment, c'est le propre des paris, peuvent être gagnants ou pas. Tous les films réalisés par les étudiants ne seront pas forcément réussis, mais on préfère, et à quoi serviraient les études sinon, de faire des paris quitte à les rater, plutôt que d'avoir un consensus pour un formatage, pour un certain type d'écriture, qui soit tout le temps le même, et où il n'y a plus du tout la personnalité de la personne qui le porte, de laisser chaque étudiant avoir son projet personnel, que sa personnalité, pour nous c'est ça le but, et que chaque film soit différent l'un de l'autre, avec des films, c'est forcé, qui seront plus ou moins réussis, avec aussi, c'est forcé, en tout cas, en partie une subjectivité, parce que peut-être les films qui seront plus réussis pour moi ne seront pas forcément les films qui seront plus réussis pour un collègue, et réciproquement, mais en tout cas, ne surtout pas formater, et ne surtout pas induire de faire toujours des films les mêmes. Je pense que c'est essentiel, ici à l'Université de Paris, mais ailleurs aussi, dans toutes les formations de cinéma, de ne pas être dans un formatage, mais au contraire, de permettre à la nouvelle génération de s'exprimer, et de s'exprimer avec des individus, donc avec des personnalités, qui puissent, à travers les films, s'exprimer individuellement. Je voudrais intervenir là maintenant et vous poser la question que posait Serge Danet. Pourquoi filmez-vous? Pour survivre. Pour survivre. Et moi, j'ai lu quelque part que votre cinéma... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous recommandez de lui ou si c'est la critique qui a trouvé qu'il y avait une filiation au Fulz. Justement, elle compare un petit peu à la Ronde et les femmes dans votre cinéma qui sont très importantes. Vous avez parlé tout à l'heure de Micheline Prel, on me dit aussi Arletty, plus récemment, bien sûr, Agnès Jaoui, qui est là devant mes yeux, donc pour survivre, mais pour raconter une histoire de survie ou pour raconter... Comment ça vient, un réalisateur, tiens, je vais faire un film là-dessus. Moi, ce film, Le cours de la vie, je trouve que c'est magnifique, ça parle de cinéma, ça parle d'amour, ça parle de la vie.
Donc comment ça vient? Bon, ça c'est évidemment tiré de quelque chose qui existait déjà, qui a été écrite par Alain Lérac. Mais voilà, pourquoi? D'abord, pourquoi j'ai répondu survivre quand vous m'avez posé la question Pourquoi filmez-vous? pourquoi filmez-vous? Eh bien, parce que je pense que beaucoup de cinéastes sont en fait des grands malades. C'est ce que Truffaut disait aussi, c'est-à-dire que pour lui, la vraie vie, c'était à travers les films. Moi, quand j'étais enfant, ma grand-mère m'emmenait dans une salle de quartier. Il existait encore une salle de quartier à l'époque. Et j'attendais avec impatience le mercredi pour voir les films avec elle. Et quand je voyais ces films, c'était pour moi la vraie vie. Donc c'était très bizarre, parce que je suis devenu cinéphile sans le savoir, parce que dans cette salle de quartier, il passait plein de classiques du cinéma, en particulier américain et français. Et quand je voyais ces films, eh bien, j'avais l'impression que c'était ça, la vie, pas ce que je vivais pendant tout le restant de la semaine. Et donc, c'est ce que Serge Danet aussi, je pense, disait que c'était une forme d'apprentissage de la vie, le cinéma. Qu'en voyant des fictions, on pouvait apprendre à vivre et se projeter dans l'avenir, même quand on est enfant, se projeter comment ce sera dans le monde adulte plus tard. Et donc, je pense que quand je dis pour survivre, c'est parce que pour moi, la vraie vie, c'est le cinéma. Et donc, c'est une sorte de maladie. J'en ai conscience et j'ai surtout pas envie d'en guérir, à la fois comme spectateur, parce que j'adore voir les films, plein de films d'autres cinéastes, et à la fois avec ce besoin d'essayer de soi-même faire une proposition de cinéma dans un film. Et donc, c'est à la fois une chance et c'est en même temps une croix que je porte, puisque évidemment, j'ai eu plus de projets refusés que de projets qui ont pu se faire. Et donc, il faut apprendre à faire face, à pas s'arrêter au premier refus. Et donc, c'est évidemment pas, c'est un chemin qui n'est pas un long fleuve tranquille, et donc qui demande beaucoup de combativité. Et parfois, on a envie, comme tout le monde, de se dire, ben, j'ai plus l'énergie de me battre, mais non, il faut chaque fois retourner au combat. Et donc, c'est pour ça que je dis pour survivre, parce que sinon, si je m'arrêtais, ben, j'aurais l'impression de plus vivre, en fait. C'est comme si j'avais besoin du cinéma comme on a besoin de l'oxygène. On voit la difficulté pour monter un projet au cinéma et l'argent que ça demande et puis toutes les compétences, enfin, c'est très compliqué. Donc, en même temps, c'est de la création. À la fin, vous avez un film. Donc, vous le voyez. Alors, évidemment, quand vous le voyez, je sais pas, qu'est-ce que vous ressentez? Une fois qu'il est fini, qu'il est monté, que tout est prêt, qu'il va passer en salle, qu'est-ce qu'on ressent? Ben, j'espère que tous les cinéastes sont pareils, mais une fois qu'on a fait un film et qu'il est fini, il y a plusieurs sentiments contradictoires. Le premier sentiment, c'est de voir tous les défauts du film. Et évidemment, on n'en parle surtout à personne, parce qu'on ne va pas, si on a la chance, par exemple, d'avoir un entretien avec un critique, commencer à lui dire tout ce qu'on trouve qui ne fonctionne pas dans son propre film. Ce serait s'auto-saborder. Il le trouvera sans qu'on l'aide. Pas forcément, parce qu'il y a des choses, il y a des scènes, il y a des plans que je vois dans mes films que je pense avoir moins bien réussis que ce qu'ils auraient pu être. Et on n'en a pas forcément conscience, parce qu'on ne peut pas forcément savoir ce que j'aurais voulu faire. Et donc j'ai une conscience, parfois, en tout cas, d'éléments qui font partie du film et qui sont moins réussis que ce que j'espérais. Je vais pas commencer à le claironner partout. Et peut-être que les personnes ne s'en rendent pas compte, parce que peut-être que ça fonctionne quand même. Mon sentiment, c'est que ça aurait pu fonctionner mieux. Après, ça va dans l'autre sens aussi. Parfois, c'est pas que négatif, le regard critique qu'on peut avoir sur son propre travail. Parfois, Dieu merci, et en particulier grâce aux acteurs, parfois aussi grâce à la musique, on a l'impression qu'une scène fonctionne mieux que ce qu'on avait imaginé, parce que justement, elle est sublimée par ce que fait un acteur ou une actrice, ou grâce à la musique que le compositeur apporte au film. Et donc, ça peut aller aussi dans le sens positif, que parfois on a l'impression que grâce aux personnes avec qui on a travaillé, le film, en tout cas pour certains segments du film, sont plus aboutis que ce qu'on espérait au départ. Et ça, évidemment, c'est un grand bonheur. Après, donc c'est ce sentiment d'essayer de revoir tout ce qu'on a raté pour essayer de pas, si on a la chance de refaire un film, refaire les mêmes erreurs. Donc, qu'est-ce qui fait que ce que je voulais faire n'a pas marché comme je le voulais? Et donc il y a ce côté un peu introspectif
il y a le bonheur d'être arrivé au bout de l'aventure, et donc on a au moins réussi à faire le film, et donc on est heureux de cela. Et puis évidemment, nouveau sentiment contradictoire, l'anxiété de comment est-ce qu'il va être perçu. Alors, est-ce qu'il va être retenu dans des grands festivals, dans des petits festivals, dans aucun festival? Personnellement, j'ai tout vécu. Ça, c'est important, les festivals? C'est très important. C'est très important. Pour la production et la distribution. Non, c'est très important, même pour la carrière d'un cinéaste, en tout cas pour, si on veut refaire des films derrière, pour la légitimité qu'on a, pour la reconnaissance qu'on a. Je pense que les festivals, c'est un moment très important. Et donc, dans mon petit parcours de cinéaste, j'ai eu la chance d'être, pour certains de mes films, sélectionné dans les grands festivals, puisque j'étais en sélection officielle à Cannes, j'étais à Venise. Et puis, il y a certains films qui n'ont pas été retenus dans les festivals ou qui ont été dans les plus petits festivals. Et donc voilà, il y a déjà cette question-là qu'on se pose. Puis, il y a évidemment, c'est très important pour moi, la critique. Et je respecte, et je ne suis pas masochiste, je préfère qu'il y ait des critiques positives sur mes films que négatives. Ça n'étonnera personne, je pense qu'aucun cinéaste ne va dire qu'il aimerait avoir des critiques négatives, mais je respecte aussi qu'il puisse y avoir des critiques négatives, car c'est la liberté du critique qui est la plus importante. Les critiques, en tout cas les grands critiques et les grands programmateurs de festivals, évidemment, ce sont des amoureux du cinéma, évidemment, ils ont des références cinéphiles, et donc on partage a priori un amour commun pour le 7e art, et donc c'est très important pour un cinéaste d'avoir ce retour de ses pairs, et donc qu'il légitime ou pas, mais en tout cas qu'il se dialogue. Il n'y a rien de pire en fait que de ne pas avoir de critique du tout. Ah bah oui, ça veut dire que oui, j'en connais quelque chose. Je voulais rebondir justement sur ce sentiment que vous avez ou qu'un réalisateur peut avoir quand il attend la sortie du film. Moi, je le comparerais un petit peu au trac du metteur en scène de théâtre ou de l'acteur de théâtre. Mais lui, il a après quand il monte sur scène, c'est-à-dire que je dirais que vous, c'est après. Parce que on n'a pas le trac quand on va tourner un film, on est dans l'action. Et après, ça doit être horrible ce trac-là, parce que le trac avant de jouer, on se dit bon, ça y est, je suis sur scène, je vais peut-être me faire huer, mais tant pis. Mais ça va, je suis lancé. Tandis que le cinéma, puis il y a la méchanceté des gens, bon, enfin bref. Mais vous connaissez ça aussi au niveau de l'écriture, parce que en plus de tout ça, vous êtes auteur. Ben, disons que mon rêve, c'est de continuer à faire des films. Là, j'en suis à 5 longs métrages, 3 longs métrages de fiction, 2 longs métrages documentaires, une dizaine de courts métrages, et j'aimerais bien refaire un long métrage de fiction. Si je n'arrive pas à refaire un long métrage de fiction, je referai un livre sur le cinéma. J'ai toujours procédé comme ça, c'est-à-dire que si je mets trop de temps ou je n'arrive pas à trouver des financements pour un film, puisque j'ai quand même une dizaine de projets qui ne se sont pas faits, eh bien, je me console, entre guillemets, en écrivant sur le cinéma, pour essayer de vivre la passion du cinéma autrement qu'en faisant des films. Mais j'espère un jour m'arrêter d'écrire sur le cinéma et ne plus que réaliser. Toutes ces structures, l'argent que ça nécessite, le travail en amont, ça ne vous fait pas peur? Donc, il y a déjà un livre en cours, qui est même terminé, mais... il est sur les frères Dardenne? Non, pas du tout, non. Je n'ai pas envie d'en parler pour l'instant, mais en tout cas, ça sortira au mois d'avril. Donc, j'ai encore écrit un livre sur le cinéma, donc je suis en train de me dédire. Mais en fait, j'ai tellement besoin d'être dans ce rapport au cinéma que si je ne fais pas un film tout de suite, j'écris un livre ou un manuscrit. Et c'est plus facile, pour moi en tout cas, de publier un livre que de trouver une production pour un film, parce qu'évidemment, le coût n'a rien à voir dans l'un et l'autre cas, ni le nombre de lecteurs possible. Si on fait un livre et qu'il y a quelques centaines de lecteurs, on a amorti le coût du livre. S'il y a quelques milliers de lecteurs, ce qui, fort heureusement, m'est déjà arrivé pour certains de mes livres, ben, l'éditeur est très content parce qu'il fait des bénéfices. Si on dit la même chose pour un film, c'est une catastrophe. S'il y a quelques centaines de spectateurs pour un film, c'est un échec absolu. Et quelques milliers de spectateurs, ça permettra pas du tout de rentabiliser le film. Donc, on est dans une autre échelle, et en termes de coût de fabrication, et en termes de nombre de personnes qui seront les lecteurs ou les spectateurs. Mais j'ai pas répondu à une autre question que vous m'avez posée, qui était par rapport à Ophuls.
Ah oui, c'est vrai. Là, je voudrais dire toute ma reconnaissance à une de mes collègues universitaires qui s'appelle Nicole Brenez et qui est programmatrice aussi à la Cinémathèque française pour le cinéma d'avant-garde et qui m'a fait le grand honneur à un moment de faire une programmation autour de mes films. Et c'est dans le cadre de cette programmation qu'elle a comparé certains de mes films à Ophuls. Donc, c'est pas moi du tout qui dis ça, c'est elle. Non, non, je sais que c'est... Mais donc, ça m'a fait très plaisir, tout simplement parce que j'adore Ophuls. Je trouve que c'est un immense cinéaste et que j'aime beaucoup aussi, justement, le côté chorégraphique de ces films entre les acteurs, la caméra. Donc, il y a une sorte de pas de danse entre comédiens et mouvement de caméra que je trouve souvent vertigineuse. Donc, évidemment, je me compare pas du tout à Ophuls parce que je lui arrive pas à la cheville, mais pour moi, c'est magnifique qu'on puisse dire qu'il y a des points communs ou une inspiration. En tout cas, en tant que spectateur, j'adore ce qu'il fait comme cinéaste, et c'est vrai qu'Ophuls aussi était un des cinéastes qui a sublimé les actrices, à commencer par Danielle Darieux dans Madame 2, c'est vrai que moi aussi, j'adore donner des rôles principaux à des comédiennes, et j'irai même plus loin, je trouve que c'est très important pour un homme, ou pour le réalisateur que je suis, de pouvoir m'identifier à une femme, alors que je ne suis pas et que je ne serai jamais une femme, mais que justement, pour moi, c'est ça le cinéma. C'est pouvoir se projeter dans l'autre. Et je peux parfaitement, en tant que spectateur, et j'espère aussi en tant que réalisateur, m'identifier, me projeter, être intéressé par un personnage féminin. Et j'ai pas besoin, pour cela, je pense, d'être une femme. Et de la même manière, réciproquement, je pense qu'évidemment, une femme peut se projeter en un homme et qu'elle n'a pas besoin pour autant d'être un homme. Et que je trouve que ce serait catastrophique, parce qu'il y a certaines personnes qui prônent cela aujourd'hui, il faut en être conscience, qu'on ne puisse parler que de là où on est, alors que je pense justement que c'est l'inverse qui compte. C'est-à-dire que le cinéma soit un lieu d'ouverture. On revient sur la diversité. Voilà, et un lieu d'altérité, voilà, d'ouverture à l'autre, et de connaissances réciproques, de découverte. Mm-hmm. Et donc, effectivement, je trouve que c'est très important de se battre pour que les femmes aient des rôles conséquents dans les films, parce que c'est vrai que, en particulier, pour les femmes de plus de 50 ans, il y avait très peu de rôles principaux dans les films. On parle des films français, mais on pourrait parler d'autres cinématographies aussi, alors que, fort heureusement, il y a des femmes de plus de 50 ans qui existent dans la vraie vie. Donc pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas... Il n'y aurait pas des films aussi qui les prendraient comme personnages principaux. Et donc je comprends parfaitement, et je trouve tout à fait légitime, puisqu'il y a eu ce débat qui a eu lieu, et je trouve que c'est bien qu'il ait lieu, parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que le cinéma ne reflèterait pas toute la diversité qui existe de tout âge, et pour les hommes comme pour les femmes ?